Savez-vous vraiment ce que fait un diététicien, ce qu'il a appris, ce qu'il peut faire, à quel point il peut vous aider à vous sentir mieux dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sportive? Cet épisode va vous donner l'occasion de le comprendre et comprendre aussi la réflexion qu'un diététicien a sur son métier, sa place dans le monde de la santé et aussi sur ses patients. Allez, c'est parti! Bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la grande forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et dans ce podcast Sport et Nutrition, je m'intéresse principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Une semaine sur deux, je pars à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et une semaine sur deux, je vous propose un focus sur des grandes questions, sur des mythes de la nutrition et des questions que vous me posez. D'ailleurs, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode vers un formulaire dans lequel vous pouvez suggérer des sujets et poser vos questions. Le but, c'est que nous apprenions tous comment mieux manger au quotidien pour nous sentir en forme, bouger plus, mieux nous entraîner, mieux récupérer, pour réussir nos défis, devenir champion et championne du monde de notre monde. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Maxime, alias Max le Diète sur Instagram, et pratiquement un voisin. D'ailleurs, sur son profil, il dit que le Saint-Nectaire, c'est la vie. Vive l'Auvergne. Cet épisode s'appelle Dans la tête d'un diète, car le propos n'est pas de se focaliser sur une problématique en particulier ou sur un aliment, mais de mieux comprendre ce que peut faire un diététicien nutritionniste. Max est diététicien, mais ce n'était pas son premier métier, puisqu'avant, il était ingénieur et cadre dans une grande société. Via son histoire, il s'est passionné pour la santé et a repris ses études, non pas en médecine, mais en diététique. Car ce qu'il aime, c'est faire des liens que vous n'imaginez pas pour votre vie, pour vous sentir mieux au quotidien, plus en forme et performant. Ensemble, nous allons parler de sa vision de la diététique, de la démarche qu'il a dans son métier, des cas qu'il peut avoir, de l'étendue de tout ce qui peut être fait en diététique et nutrition. Et vous allez voir que c'est très large, d'autant que Max a plusieurs diplômes et donc il a une vision très large de ce qu'il peut faire et jusqu'où peut aller l'optimisation, tant pour le sport que dans une démarche aussi personnelle ou dans la vie professionnelle, via la recherche de performance. Et nous avons aussi parlé à quel point notre alimentation et parfois nos troubles que nous pouvons avoir, notre relation aux aliments, sont liés à notre mode de vie, à notre histoire, nos émotions, et pour certains patients aussi, nos passions. Et oui, c'est comme ça. Vous saurez aussi pourquoi ils pensent que nous ne mangerons pas assez et pourquoi l'expérience des diététiciens est aussi importante. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Max, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode et ce podcast depuis plusieurs années. Dans ce podcast, nous vous partageons des conseils de sportifs, de coachs spécialistes de la nutrition au quotidien et dans le sport. Et tous valorisent une alimentation équilibrée, des produits naturels, des ingrédients bruts à cuisiner, des produits vrais, les oléagineux, et puis bien sûr manger assez. Nous parlons souvent d'ingrédients, d'aliments bruts, de la richesse du monde végétal. Et dans ce domaine, je vous recommande de jeter un œil à Koro.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Au total, Koro propose plus de 1200 produits. La marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et a opté pour un circuit commercial court entre producteurs et consommateurs quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, j'ai négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Koro, Koro.fr et utiliser le code AMSTERS5 pour en profiter. Le lien est bien entendu dans la description de l'épisode. Je remercie tout particulièrement Koro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Max. Allez, c'est parti! Bonjour Maxime. Et bonjour Bertrand. Comment vas-tu? Ça va bien, écoute, chaudement, mais ça va bien. Oui, chaudement, et attends, il fait que la canicule aujourd'hui, hein. On est qu'à... comme on le disait tout à l'heure, il fait juste un peu moins... On a l'impression qu'il fait un peu moins frais, mais il va se mettre à faire très chaud. Aujourd'hui, pour autant, on parlera pas d'hydratation. Ça, c'est déjà fait, ça fait partie des trucs et tout. Par contre, il y a d'autres sujets qui m'intéressent beaucoup, et on va reparler de ton parcours, qui est un peu, on va dire, atypique. Je sais pas, mais je pense qu'il expliquera aussi d'autres sujets qu'on va aborder après parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Mais en fait, on va positionner un peu le truc et sur ton profil Instagram, dont je mettrai bien sûr le lien en description de l'épisode, c'est marqué le Saint-Nectaire, c'est la vie. Alors, diététicien qui dit le Saint-Nectaire, c'est la vie. Ouais. D'un coup, il y a certaines personnes qui vont se dire mais le fromage, etc. et tout, moi il y a tellement de gens qui me disent que... Bon, je rentre dans le vif du sujet, après je te laisserai te présenter, mais pourquoi toi tu dis le Saint-Nectaire c'est la vie? Écoute, sur Instagram, généralement, il faut capter l'attention. Et cette phrase, elle a beaucoup de sens pour moi puisqu'elle représente tout simplement un produit local, un produit de saison, de qualité, labellisé, et une culture. Et c'est tout ce que je prône en fait dans ma vie. C'est vraiment du bon sens à l'état pur.
Et en plus, il s'avère que quand tu mets ce genre de choses-là, qui me paraît être presque du bon sens, quand on écoute la population française, chacun dit, je sais pas moi, son produit local, c'est la vie. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a plus tendance à vouloir retirer une catégorie d'aliments ou diminuer ou au contraire augmenter. Et de toute façon, quand on fait des études en lien avec la diététique et la nutrition, on se rend vite compte que quand même la variété et la quantité permet de pouvoir avoir de la qualité dans son sport particulier, parce qu'ici on est plutôt autour je dirais, d'une audience sportive. Mais pour le coup, moi je suis diététicien en libéral, donc je consulte monsieur et madame tout le monde aussi, en particulier. Ça va faire peut-être même majorité de mes consultations, puisque des sportifs, c'est un peu plus niché déjà de base. Donc voilà, je suis diététicien, mais à mon tour de te poser une question, je la pose souvent et j'aime bien essayer de développer à partir de ça la différence entre diététicien et nutritionniste. Est-ce que tu la connais? Mais pour moi, c'est une question de formation de statut. Pour moi, c'est le médecin qui peut avoir suivi des trucs en nutrition, il sera nutritionniste. Et le diététicien, il vient plutôt du monde il a BTS en diététique ou peut-être, je sais pas, est-ce qu'un DU en quelque chose comme ça, peut-être? Alors effectivement, il y a plusieurs types de formations. C'est vrai que premièrement, en fait, nutritionniste en France, malheureusement ou pas, je ne saurais même pas dire, c'est un courant de pensée, voire même un adjectif, quelque chose qu'on va mettre après une profession. Et généralement, on entend diététicien nutritionniste et médecin nutritionniste. Si vous voyez dans la rue avec juste une plaque nutritionniste, c'est juste, on ne sait pas. C'est pas réglementé, on peut pas trop savoir ses connaissances et la prise en charge thérapeutique ne se fera pas, en tout cas ici. Donc l'idée c'est d'arriver à ajouter cet adjectif par exemple donc au métier de diététicien qui est en fait le métier de référence en France, mais de référence légale. C'est-à-dire que tout le monde, et moi je promulgue vraiment ça, je pense que tout le monde se doit d'être nutritionniste, et en fait simplement de comprendre ce qu'on mange. C'est vraiment on se doit, on tend vers presque la moitié de la population qui va être en surpoids, en obésité. On a des troubles du comportement alimentaire justement avec les sportifs. Donc de la connaissance permettra je pense, de faire améliorer les choses, et tout le monde se doit d'être nutritionniste. C'est ok. Après, d'en vivre, d'essayer de vendre des choses et tout ça, c'est de notre ressort et on est plus sur l'aspect légal. Tout l'art de l'assiette, les labels, tu vois, la qualité alimentaire. La diététique méditerranéenne, si tu veux. Mais la partie nutrition qu'on a aussi en formation, là, on est plutôt sur la décomposition en tout ce qui passe par les lèvres, en fait, et l'impact, la signalétique qu'il va y avoir sur le corps humain. C'est là où on peut avoir de la nutrition clinique. Et donc, tu vas être dans un service d'oncologie. On va se retrouver à avoir de la nutrition clinique adaptée, en néphro, gastro-entéro. Et moi, en libéral, en fait, je pratique un peu tout, un peu comme un médecin généraliste, et j'aime bien me définir comme le bras droit du médecin, puisque tout simplement, déjà, les consultations durent à peu près 1 heure, plus ou moins. Donc, ça permet de capter beaucoup d'informations, et comme on sait que 80% des pathologies et des maladies sont liées avec l'hygiène de vie, en fait, on a tout notre rôle à jouer. Mais tu sais, moi je reviens de vacances et sur la plage, je regardais les gens. Et tu disais, il y en a quand même beaucoup en surpoids, etc. et tout. Je me suis fait une remarque comme ça. Alors moi, je suis un peu grassouillet en ce moment, je suis un peu tout, et j'ai été très grassouillet à une époque. Mais regardez les gens, j'ai vu des gamins qui sont très grassouillés. J'ai vu des parents très grassouillés. J'ai vu beaucoup de gens assez grassouillés. J'ai vu des gens très maigres aussi. Donc il y a vraiment de tout sur les plages, et j'ai vu quelques personnes qui étaient très baraquées mais qui faisaient vraiment de la muscu, tu vois, tu vois qu'il y a vraiment le truc. Et je me suis dit quand même dans ce monde, etc., quand il y a tout le monde autour, tu dois avoir une quantité de cas, de personnes, de types de gens, et peut-être d'ailleurs tu vois pas assez de certaines des personnes, parce que on peut se dire que il y a des cas, et je parle autant pour ceux qui sont en surpoids que ceux qui n'ont pas assez de poids, c'est-à-dire qu'il y en a qui font des choses, il y en a qui font pas, il y en a qui s'en rendent pas compte, il y en a qui s'en rendent compte, etc. et tout. Mais ça doit être extrêmement vaste
le nombre de personnes que tu peux voir, les nombres de cas, sans parler des questions d'âge entre des jeunes. Le sujet, moi, je suis sur une thématique aussi, bien vieillir et tout. Les personnes âgées, la dénutrition, la sarcopénie. Enfin, je me dis, mais exactement. Tu dois pas t'ennuyer, Marc. Hein. C'est des pressions, ça. Non, c'est presque épuisant. Du coup, faut voir la consultation, faut le voir comme un marathon. Hein. C'est vraiment sur du long terme, en s'économisant et en essayant de faire au mieux. Mais c'est tellement éclectique. Tu vois, semaine dernière, c'était une jeune de 16 ans, trouble du comportement alimentaire. Hein. On peut pas diagnostiquer anorexique, boulimique, mais bon, on y est. Elle était juste fan de K-pop, tu vois. Putain, je tombe sur ça. Je peux te dire que quand je suis rentré chez moi, j'ai un petit peu repris YouTube. J'essaie de regarder un peu qu'est-ce que c'était que tout ça. Moi, je connaissais la K-pop de loin, mais les tendances, les mouvances, et Et puis effectivement, on peut tomber sur du Madame Michu qui tombe en ménopause. Donc là, on a une vraie prise en charge globale, même psychologique à faire. Donc on a un volet psycho vraiment prépondérant. Une consultation, c'est beaucoup de négociations, hein, mine de rien. Et donc c'est ça qui est épuisant. En soi, ça peut être, on peut pas dire vous faites ça, comme ça, sans avoir à formuler. Et l'être humain, la consultation en physique en tout cas, même en visio au final, quand même il y a un ressenti. Et ce ressenti-là, en fait, c'est ce qui fait qu'on va aller voir telle ou telle personne. C'est pas forcément une question de compétence, c'est d'arriver à adhérer. Et donc j'ai tout. Moi, mon petit péché mignon, c'est les bodybuilders. Ça, c'est un truc que je garde de côté. Tout ce qui va être jusqu'à de la nutrition clinique pour bodybuilders. Mais j'ai de tout. Hein. De la personne âgée aussi. J'aime beaucoup plus le technique. Peut-être c'est mon côté un peu garçon technique. Je sais pas. Hein. Mais j'aime bien la physiopathologie. Tu vois, quelqu'un qui a une hypothyroïdie, j'aime bien essayer de pouvoir lui apporter des solutions ou moi-même de rechercher quand j'ai pas l'info, quoi. Ouais, surtout que c'est en plus ça c'est un sujet un jour ça mériterait un épisode complet parce que c'est la thyroïde, c'est quand même un truc ça fait partie de la complexité. Mais ce qui est intéressant, c'est que là on parlait de Saint-Nectaire, donc on a compris, on est en Auvergne, hein, on a quelques kilomètres, hein. On aurait presque pu le faire avec un fil qui, tu sais, par les trucs là, quand on est ces gamins là. Mais il y a un truc quand même, c'est que dans ton parcours, t'as pas toujours été diététicien. C'est pas ton métier de base, ça. Non, effectivement, c'est pas mon premier métier. Je suis ingénieur de formation en gestion de projet. Voilà, donc gestion de projet technique. Si tu veux, j'ai le profil où je pouvais aller travailler dans n'importe quelle entreprise ou industrie. Donc mon premier métier, j'étais dans une entreprise cotée au CAC 40, grande entreprise de l'énergie. Et après, personnellement, depuis que je suis adolescent, en fait, je suis tombé dedans. Je suis tombé dans le sport. Mes parents sont plus de ce monde, donc il a fallu que je percute sur la santé très très vite. Et ça a quelque chose qui m'a adhéré à l'adolescence, en fait. Et c'était une passion comme un gamin qui regarde les étoiles la nuit. Ça n'empêche pas de travailler la journée. Et donc le sport plus la santé physique et aussi psychiatrique. Il faut bien une douleur parfois quelque part pour se lancer. Et l'opportunité a fait post-Covid que j'ai pu en fait me lancer dans littéralement un nouveau diplôme parce que en fait je voulais refaire médecine, je voulais faire médecine. Mais c'est difficile quoi. C'est mort en fait. Non. Donc du coup, il s'avère que j'avais quand même des bonnes connaissances et une bonne énergie pour l'alimentation et la nutrition. Donc go sur ça et maintenant je m'épanouis à fond. Je suis plus le volet à courir partout, faire plein de projets, le côté entrepreneur que mon rat de laboratoire en consultation et à tout le temps faire, peut-être même comme un médecin justement, tous les jours consulter. J'essaie de produire et d'essayer de proposer un maximum de choses. Parce que j'ai eu une douleur et que je me rends compte que j'étais à la place des personnes qui viennent me voir il y a de ça quelques années, quoi. Mais ton côté ingénieur, c'est intéressant parce que tu disais t'aimes aller gratter, t'aimes le côté mécanique, etc. Enfin, tu sais, moi je le vois aussi dans la course à pied parce que j'ai des invités. Quand ils me parlent de leur entraînement, je sais s'ils sont ingénieurs ou s'ils sont plutôt poètes. Oui, c'est vrai. Tu sais, le monde. Je me rappelle avoir été marqué par quelqu'un comme Mathieu Blanchard qui a fait 2e et 3e de l'UTMB, où t'as le côté, tu sais, c'est planifié, calculé, tout est
tac, 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 tac. Et tu sens la mécanique de l'ingénieur, en fait, la logique, le truc. Il y a un problème à résoudre, les questions que je me pose, tac, j'enchaîne, je teste. Et je trouve que dans ce domaine-là, parce que je sais pas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de profils un peu, j'appelle ça poète, hein, pour être gentil, tu vois, un peu rêveur aussi dans certains cas et tout. Je comprends. Avec aussi sûr. des gens qui sont qui ont beaucoup qui sont animés par plein de choses, qui veulent faire beaucoup de choses et tout, mais par la santé, par des gens et tout. Mais le côté ingénieur, ce qui est intéressant, c'est que finalement la méthode d'être ingénieur, je sais pas si on peut appeler ça, pour moi c'est une méthode, finalement c'est un état d'esprit l'ingénieur. Tu peux l'appliquer en nutrition en disant il y a quelqu'un qui arrive, il y a un problème. Peu importe l'école où tu vas, peu importe. Ouais, tu décortiques et hop, après tu vas aller chercher des solutions, pister, tester et adapter, finalement, essayer de trouver le truc qui peut fonctionner pour la personne en face. Ouais, exact. Alors, il s'avère que globalement, tu as raison. Pour le métier d'ingénieur, on est plutôt des profils on aime beaucoup les problèmes, mais pas les problèmes qui impactent notre vie. C'est vraiment comme si tu devais un problème, c'est je ne comprends pas, j'ai besoin de comprendre. C'est pas j'ai ma bagnole en rade, je vais tout apprendre pour après la réparer tout seul. Bien qu'on soit un peu comme ça. Moi personnellement, du coup, je suis pas tout à fait comme ça parce que effectivement, j'ai été ingénieur. Ma vie compliquée a fait qu'il a fallu aussi que je travaille fort et donc dans un domaine où j'étais plutôt bon et donc qui m'a fait arriver à ce niveau d'ingénieur, qui m'a donné effectivement une belle méthodologie, une capacité à en fait, c'est ça, c'est vraiment un œil plus aguerri. Mais j'ai aussi ce côté très créatif et voire même bourré d'idées, qui fait que je suis plutôt l'ingénieur un peu savant. Tu vois, le savant un peu fou, c'est le profil psychologique dans ce sens-là, quoi. Et donc, je suis tellement convaincu par des choses que parfois, j'ai pas le temps de pouvoir mettre en place une structure pour avancer, comme un ingénieur le ferait. Moi, et du coup, je vais aller au feeling. Mais plus tu as d'expérience, plus ton feeling s'aiguise aussi. Et donc, parfois, tu as vite tendance à te reposer sur ce feeling. Mais s'il te rapporte du positif, ça va être vertueux et tu vas aller de plus en plus vers le feeling. Et moi, je fonctionne quand même un peu comme ça. C'est l'apanage des gens qui ont la flemme de tout. Ils vont, tu vois, aller au talent pour fuir l'effort. Mais parfois, juste un peu d'effort et 80% de feeling suffit à exploser, quoi. Donc, moi, je fonctionne comme ça tu vois, si je veux apprendre un nouveau sujet, par exemple, tu vois, la thyroïde, je vais avoir difficulté à y aller moi-même tout seul si j'ai pas un déclencheur. Et je fonctionne beaucoup au déclencheur. Si je me retrouve avec un patient où je suis retrouvé un petit peu au pied du mur, à devoir composer avec mes connaissances actuelles, il y a une espèce de petite frustration qui se crée et là ça crée une forte envie et c'est là où je suis capable de dévorer et ça c'est ma force du coup, c'est que j'ai des lubies en fait et je fonctionne souvent à la lubie. J'ai pas un protocole pour apprendre des choses, ou pour appliquer des choses, j'y vais à la forte envie, tu vois. Le côté TDAH, tu connais. Ouais, je vois bien. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que parce que les gens, je pense qu'ils attendent, quand on va voir un diététicien comme toi, les gens ils s'attendent à ce que tu aies des réponses à tous les trucs et tout. Bonjour, j'ai ça je fonctionne comme ça, j'ai ça et tout. Tu peux pas avoir toutes les réponses, c'est pas possible. Et puis le corps de chacun, puis nos pensées, nos émotions et tout, ça a tellement d'impact sur ce qui va se passer derrière. Toi, tu les as pendant 1 heure, et puis ce qui va se passer derrière. Tu peux leur dire écoutez, je sais pas, je vous rappelle, je vous envoie un message pour vous proposer des choses. Comment ça fonctionne? Alors mon niveau de compétence, c'est que c'est rare quand je dis je sais pas, parce que si vraiment je sais pas, c'est que c'est franchement du niveau médical et du coup j'ai un devoir de moyens qui permet de réorienter tout simplement, ou alors je connecte avec le médecin, le spécialiste dont le patient est connecté. Mais ça c'est pour mon métier. Effectivement, si je vais ailleurs, je suis assez humble pour dire je sais pas, je vais avoir, ou alors va voir un tel. Ça c'est pour tout dans la vie, je pense qu'on devrait tous être comme ça. Mais la plupart de mes consultations, en fait, ça va être de l'explication. Quand tu vas avoir une personne qui mange de la salade et qui n'arrive plus à perdre de poids, en fait, tu te rends compte qu'elle fait énormément de rétention d'eau, qu'elle te sort un bilan sanguin avec un état inflammatoire. Tu vas expliquer en fait le processus, tu vas vulgariser le processus physiologique
ce qui permet de la patiente ou le patient va adhérer tout de suite et dire ah, mais c'est exactement ça. Ensuite, le processus un peu psychologique qui se ressemble, généralement ça se ressemble, tu vois, les comportements alimentaires, tu peux identifier tu peux même catégoriser les gens, tu vois, c'est dans un certain niveau, attention, hein. Mais le but c'est de vulgariser, et c'est ça qui va prendre le temps d'une consultation. Tu as l'anamnèse, la récolte de l'info, qui permet d'aller tout de suite vers telle ou telle déduction, et tu dis ok, ben là je connecte les points, et généralement quand tu ne sais pas, c'est juste sur peut-être un type de point. Par exemple, tu vas avoir je suis pas un expert de la pathologie rotulienne, tu vois. Par contre, je sais que ça va diminuer probablement son activité physique, ou en tout cas sa motivation à bouger ou à bouger autrement, pour peu qu'elle ait un métier sédentaire. Et tac tac tac, tu t'enchaînes, ce qui permet d'adhérer déjà à la fin de ta première consultation à des recours hyper basiques de diététique. On est bien loin de la nutrition ou de la micronutrition. Voilà, c'est un peu le fonctionnement aujourd'hui, quoi. Quand je regarde ton site, parce que j'ai parcouru ton site et tout, donc t'as plusieurs diplômes et tout, en santé, micronutrition, activité physique, sportive et tout, t'as des trucs là-dedans. Quand tu regardes, toi, tout le savoir que t'as, tu vois, et tout, et quand tu regardes ce que les gens savent, de l'autre côté, parce qu'on dit, il faut informer les gens, il faut qu'ils comprennent, etc. et tout. T'as l'impression qu'il manque quoi, tu vois, entre ceux qui savent beaucoup de choses, ceux qui savent, il y a beaucoup de gens qui savent pas grand chose quand même, ou alors c'est vraiment le prisme des réseaux sociaux qui me remonte que sur des trucs où des gens, j'ai l'impression, mais je me dis, mais comment tu peux poser cette question-là? C'est pas possible, mais pourtant j'ai l'impression qu'il y en a plein comme ça, qu'on a raté une étape, qu'il manque une étape, non, je sais pas comment le dire, comme s'il manquait un étage, il y a des bases que beaucoup de gens ne sont pas à avoir. Déjà, de base, on est dans une société où on pense savoir, d'accord ? On pense savoir, du coup, la confiance augmente, c'est l'effet de Dunning-Kruger, de mémoire. Et ça, le monde en est rempli. On est tous comme ça, et c'est très humain. Et donc, je vais avoir deux types de patients. Effectivement, le patient qui ne sait pas, et qui sait qu'il ne sait pas, et donc il est humble. Donc là, c'est cool, tu vois. Et d'autres qui vont avoir appris des choses par eux-mêmes sans avoir commencé, si tu veux, la biochimie de base. Donc ça, par exemple, tout de suite, ils vont dire, en fait, ils vont faire des associations. C'est de là que vient produit laitier calcium ou magnésium égale sommeil ou stress, tu vois. Alors qu'il y a plus de 600 réactions dans le corps humain. Mais souvent, quand quand t'apprends toi-même, c'est souvent à travers YouTube ou Insta et les livres. Maintenant, les formations aussi des labos, c'est assez condensé. Et donc, il manque des briques de base qui fait que moi, je rattrape ça. Et je suis obligé c'est moi qui dois être patient à reprendre, tout est à vulgariser de nouveau, parce que les gens savent quelque chose de général, mais de appliquer à eux, c'est bancal, quoi, tout simplement. Il y a quand même des niveaux de connaissances. C'est vrai que là, j'ai en tête la micronutrition, qui est quand même, littéralement, c'est de la chimie, quoi. Donc, il faut, voilà, c'est hormonal, voilà, il y a quand même de la bonne connaissance à avoir. Et c'est du temps. Et les gens ne prennent pas le temps. Par contre, l'alimentation, la diététique, là, quand même, la connaissance, je suis quand même plutôt positif. Ça commence à arriver. Alors, je dis, effectivement, entre les gens que je vois au quotidien dans mon cabinet, c'est déjà biaisé parce que, voilà, elles sont dans un certain type de patients. Mais dans la rue, par contre, je pense que je suis d'accord avec toi. Dans la rue et donc dans les commentaires à la volée sur les réseaux sociaux, ouais, ça vole bas, quoi. Et c'est là où, en fait, on se dit qu'il faudrait vraiment avoir un peu plus de cours et de connaissances déjà en primaire. On sait tous lire, on sait tous écrire, on a déjà entendu le mot Victor Hugo. Par contre, quand on essaye le mot protéine, déjà, on pense tout de suite à viande rouge. Ça va pas, quoi. Tu vois, les gens, et donc, c'est vraiment une question d'éducation et au sens large en France, quoi. Donc oui, les gens savent pas, mais il y a ceux qui savent pas et ceux qui pensent tout savoir. Donc, au final, oui, tout le monde ne sait pas puisqu'ils n'ont pas fait d'études. Ouais, je te raconte pas la difficulté des discussions au repas de Noël avec la famille. Il y a des trucs, c'est tellement hallucinant. Je fais beaucoup d'humour, comme ça au moins.
Ouais. Ah, c'est très compliqué. Moi, à chaque fois, on a des débats, des trucs comme ça là-dessus et tout. Ça devient très compliqué. Et effectivement, je crois que des fois, il vaut mieux botter en touche. En plus, c'est un côté quand même. L'alimentation, c'est très personnel. Comment on mange, les habitudes. Et tu parlais de ta jeune fille là, qui est fan de K-pop et compagnie. Enfin, moi, maintenant, je comprends pourquoi la logique. Mais c'est, enfin, le nombre d'interactions qui font que dans ton assiette, dans ta manière de manger, dans ce que tu vas faire, t'arrives à manger de cette manière-là. C'est immense en fait. C'est-à-dire que Oui. il y a beaucoup de gens qui prennent le truc séparément. C'est vraiment on peut pas le prendre séparément. C'est un bout d'un mode de vie global, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est non seulement un boom, mais c'est aussi, je dirais presque, c'est une conséquence. Moi, et c'est presque ce que je dis souvent pour la plupart de mes patients, c'est que le poids ou l'état physique, donc la santé, la prise alimentaire, l'acte alimentaire, ce n'est qu'une conséquence d'une équation à plusieurs facteurs. Et donc, première consultation, je dois connaître tous les facteurs. Et donc, comme tu l'as dit, de comment on a été éduqué, dans quel milieu on vit, effectivement, quelle activité on fait, dans quel milieu du monde on vit, en fait, tout simplement, l'attitude, la religion, c'est le rythme de vie, que ce soit en été, en hiver, et même dépendant. Et moi, je pense que on touche à un point, c'est que chaque métier impacte la nutrition, l'alimentation. Donc, pour moi, le travail n'est pas la santé. En tout cas, le travail dit conventionnel, peut-être que ce soit salarié ou pas, la charge de travail, l'exigence. Et c'est presque du coup judéo-chrétien. Hein. Enfin, tout est, et comme tu le dis, c'est très holistique, tout est imbriqué. Et donc faut y aller step by step pour pouvoir avancer, quoi. Mais tu vois, là où c'est super intéressant ce que tu dis, c'est une discussion avec ma sœur. Et ma sœur, tu vois, bon, elle habite à Paris, elle a son entourage et tout. Et on parlait de nutrition, on parlait de ça. Et puis je sais pas ce qu'elle me sort, elle me sort un truc. Et je lui dis, oui, mais ça, c'est dans ton prisme à toi, avec des gens qui ont des gros revenus, qui sont tous des cadres ou des dirigeants, etc. et tout. Je dis, moi, ton prisme à toi, je vois des gens à côté, j'ai l'impression que tu vis qui mangent pas la même chose que toi. Et c'est vrai qu'ils mangent pas la même chose qu'elle. Parce qu'elle a certains moyens, elle a pas beaucoup de temps non plus sur les trucs, donc il y a des raccourcis qu'elle va prendre. D'autres gens vont prendre d'autres raccourcis, ou n'ont pas de moyens, ils vont faire différemment, etc. et tout. Et ce qui fait qu'en fait, on arrive à des modes de vie et d'alimentation, donc en conséquence, qui sont totalement séparés, totalement différents, qui paraissent même hallucinants pour l'un et pour l'autre. Hein, je veux dire, quand tu vois le truc. Et là-dedans, pourtant, on a un corps. Je veux dire, notre corps, à peu près, à tout le monde, les réactions biochimiques et tout, à la base de départ, ça se ressemble quand même. Hein, tout le monde fonctionne à peu près de la même manière et tout. Après, il y a des variations, après, en fonction de plein de choses. Mais est-ce qu'il y a un juste moyen de manger, tu vois, un truc, de dire la règle, etc. Ou est-ce qu'on peut vraiment dire que ça existe, ou est-ce que finalement, c'est un truc un peu utopique, tu sais, la grande règle, faut manger 5 fruits et légumes, faut faire ça et tout. Tu vois, moi, et je vais finir là-dessus parce que j'ai passé ma certification comme influenceur responsable. Et dans la certification influenceur responsable, il y a ce que j'ai le droit de communiquer sur le petit déjeuner. Et ben, le petit déjeuner sur lequel j'ai le droit de communiquer n'est pas le petit déjeuner que je prends moi. Et je dis, mais moi, je le prends pas, ce petit déjeuner. Tu vois, et elles sont où? Il y a pas de protéines dans le petit déjeuner qu'ils mettent, tu sais, ça vient des réglementations, des trucs du PNNS, etc., tu vois, genre de recommandations. Et je dis, mais moi, si je prends mon petit déjeuner et que je le mets en photo sur Instagram, et ben, je colle pas au truc. Et pour autant, il marche pas mal. Et pour autant, peut-être qu'il marcherait pas pour d'autres personnes. Donc, c'est quoi comment ça ressort là-dessus? En fait, tu as cette histoire de PNNS, donc c'est le programme national de nutrition santé. Effectivement, on a l'impression que c'est un peu comme une loi à suivre. Mais le but c'est plutôt une boussole. C'est une recommandation pour la population française, tu vois, générale, où il faut tendre à orienter les gens qui n'y connaissent rien. Ce qui fait que ça garantit certains apports,
tu vois, pour nourrir la population et améliorer la santé publique. Donc c'est dans ce sens-là. Et donc après, ça va se découler sur les programmes alimentaires que tu vas avoir à l'école, tout ce qui est dans le public en fait, les EHPAD, les crèches, voilà, dans la restauration collective au sens large. Mais dès qu'on a des besoins un peu plus spécifiques ou juste qu'on étudie et qu'on se rend compte que effectivement c'est pas suffisant pour nous, entre un homme, une femme, un sportif, pas sportif, plus âgé, pas jeune. La boussole fonctionne bien. Par contre, la connaissance et arriver à approfondir, là forcément, améliorera les choses. Donc oui, par rapport à ta sœur, on a des fonctionnements de base, on est des êtres humains, voilà, on mange, on va aux toilettes, on boit, mais comme c'est contextuel, c'est pour ça qu'on peut avoir besoin d'une prise en charge chez un diététicien pour remettre une boussole, mais une boussole, on va dire, numérique, c'est-à-dire précise, personnalisée. Est-ce que pour autant, des fois, t'as pas l'impression qu'il y a des... Alors, je sais pas, c'est parce que c'est une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps, tu vois, j'étais au marché, j'ai la fromagère en face de moi, qui me dit qu'elle a mal au poignet, tu vois, un truc ça ressemble à une tendinite, mais ça dure des mois et des mois et des mois et des mois. Et à un moment donné, je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais est-ce que votre médecin vous a parlé de l'alimentation pour voir s'il n'y a pas un truc à changer? Et elle m'a dit non. Je dis, est-ce que vous êtes allé voir un diététicien? Je dis, allez voir un diététicien, peut-être pour lui en parler, peut-être que ça fait 6 mois que vous essayez des trucs, il y a rien qui change. Est-ce que lui, peut-être, pourrait pas avoir un impact? Et elle m'a dit, j'y ai pas pensé. Tu vois? Et je dis, ah, tiens, un truc. Parce que, peut-être, je sais pas, c'est pas un réflexe, ou quoi que ce soit et tout. Mais, des fois, t'as pas l'impression qu'il y a des choses qu'on essaie de résoudre par un médicament, alors qu'en fait, même si c'est pas facile, parce qu'il faut changer plein de choses, etc., on pourrait le changer juste, mais le juste, c'est en disant, on n'a pas besoin de la chimie, des pharmacies, etc., mais par des choses qu'on trouve dans le jardin, au marché, en allant faire ses courses, et qu'on cuisine, et qui s'appellent des aliments, et qu'on mange tous les jours. Exactement. Non, tu as raison. En France, aujourd'hui, nous, les diètes, on essaie de se bouger. Je dis pas qu'on se bat, mais il y a une volonté assez vive de pouvoir redorer le blason du métier, puisque mine de rien, on est quand même des professionnels de santé avec un gros bagage scientifique et avec un devoir de moyens. Donc derrière ça, on se demande comment se placer dans la prise en charge de santé, parce que les médecins qui sont entre guillemets le point d'entrée, voire même le chapeau, n'ont eux-mêmes pas, comme tu l'as dit, le réflexe et la connaissance de l'impact du diététicien ou de l'impact alimentaire ou de la nutrition sur la plupart des pathologies qu'ils soignent au quotidien. Et donc, je te prends l'exemple du cholestérol. Avoir un cholestérol sanguin un peu plus élevé, un LDL, donc plus élevé. Le médecin, il a un arbre à suivre, d'accord, d'étapes. Donc ça peut être la même chose pour une tendinite ou pour une déprime. Eh bien, il va suivre l'étape, il va faire un bilan sanguin, il va dire des choses, peut-être soit mettre des choses en place, soit recommander un diététicien s'il est dans les top 10, parce qu'en vrai c'est ça. Sinon, il va te prescrire une statine et il va améliorer le dosage. Pour lui, c'est améliorer, mais lui, moi je vois ça comme plutôt, on va dire, adapter le dosage à la hausse pour arriver à une fourchette que lui considère vivable. Sauf qu'il y a des effets secondaires. Tandis que dans ce process, et dans beaucoup de process en France, il y a la case mesure hygiéno-diététique. C'est pour ça que le diététicien est un professionnel de santé, parce qu'il correspond à cette case-là. Et donc, tu te retrouves à avoir normalement une prise en charge diététique, soit avant, soit pendant la mise en place d'un traitement. Mais on va dire avant, dans un monde idyllique. Tu arrives à faire des choses. Voire même, moi, tu viens chez moi, s'il n'y a pas de correction, si la personne suit et qu'il n'y a pas de correction du LDL, c'est qu'il y a facteur génétique, tu vois. Mais dans tous les cas, admettons, tu flirtes avec la barrière haute sur ton bilan sanguin, eh bien, tu vas avoir une prescription de ta statine, mais avec un dosage peut-être 3 à 4 fois moindre. Et donc des effets secondaires 3 à 4 fois moindre. Et avec une hygiène de vie qui va avec ça.
Et donc c'est le même principe pour une dépression. Tu vas avoir tout de suite la recommandation de première intention sur potentiellement un antidépresseur ou un anxiolytique. Et en fait, tout est comme ça. C'est le manque de connaissances déjà à la fac de médecine, voire même nous après dans les écoles, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permet qu'il y a des trous dans la raquette, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux prennent le dessus maintenant et qu'on a tendance à avoir plus d'avance, la population a plus d'avance sur certains points dès qu'ils se mettent à rechercher. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc cette dame, elle est peut-être un peu déconnectée et elle a pas encore, je pense, tu as bien fait de lui dire, même si peut-être que c'est autre chose, hein, peut-être que voilà, on sait pas, peut-être qu'elle a de l'arthrose, peut-être que bon, que sais-je. Il y a un facteur génétique aussi, mais tu as bien fait. Mais on n'y pense pas et c'est un constat qu'on essaye de bouger. Ouais. Non mais c'est vrai parce que j'ai fait des épisodes sur l'inflammation, inflammation de bas grade et tout. Je pense que il y a des gens qui se rendent pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir et en fait des espèces de la cascade de tout ce qui est enfin c'est toujours la cascade en fait, cet effet de il y a un truc, un autre truc, un autre truc, un autre truc qui se rajoute. Et c'est vrai que l'accumulation de certaines choses des fois c'est là où tu te dis mais attends ça me semble logique d'essayer peut-être autre chose. Mais c'est vrai que comme tu dis, sur un médecin, c'est peut-être pas sa logique à lui, parce que lui, il a peut-être pas. Puis après, et toi, tu dis des consultations d'1 heure. C'est rare qu'on passe 1 heure chez un médecin avec le système actuel et tout. Donc il y a aussi un temps, il y a aussi le temps d'analyse, il y a aussi il y a beaucoup de choses qui rentrent, qui font que c'est vrai que des fois, moi je me dis, il y a des trous dans la raquette. T'as raison de dire qu'il y a des trous dans la raquette. Bon, on va pas taper sur les médecins parce qu'ils sont sympathiques, etc. et tout. Et tout le monde fait ce qu'il peut. C'est clair. Mais il y a un sujet sur lequel je voulais qu'on revienne. Alors, en fait, il y a 2 trucs qui m'intéressaient parce que dans ton site et puis on l'a mis dans la description, c'est que tu parles d'être plus en forme, performant au quotidien. Et là, on est dans sport et nutrition. Et moi, je considère qu'en fait, on est tous des sortes de sportifs. On devrait tous être des athlètes du quotidien, avec un sens. Parce que là, on voit les athlètes qui, on vient de finir les Jeux Olympiques, on voit les athlètes, on imagine qu'ils sont tous une diététique super carrée. En plus, j'en ai reçu certains. On voit que c'est comme ça. Mais nous, au quotidien, j'ai envie de dire, qu'on soit sportif ou juste professionnel, ou juste professionnel, ou même parent, ou dans tous les domaines de notre vie. On a besoin, en fait, d'être des athlètes à notre niveau parce que on doit être performant pour travailler. Toi, t'as été cadre et tout. Quand on est entrepreneur, si tu peux pas recevoir, si t'es malade et tu peux pas recevoir tes patients, t'es pas bien non plus. Donc, t'as besoin d'être en forme et en santé. Quand t'es parent et que t'as tes enfants à côté, il faut t'en occuper, donc faut être en forme. Si t'as tes parents à t'occuper, il faut être en forme et tout. Enfin, globalement. On a tous besoin, et souvent on parle de la nutrition sportive en disant il faut faire ça et ça. Et tu sais, moi j'ai un principe, c'est de dire souvent on oublie la partie basse, aussi tout ce qui est en dessous, et dire qu'en fait il faut qu'on soit performant globalement, j'ai envie de dire, et que ça passe beaucoup par ce qu'on mange, comment on mange, de vie, comment on fait ça, etc. Et en fait c'est aussi un peu ce que tu dis dans ton site, c'est-à-dire comment on se sent mieux au quotidien, plus en forme, plus performant, globalement, et qu'on peut le faire par l'alimentation. Globalement, il y a deux façons de voir les choses. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, on est dans une société qui nous oblige en fait à être performant. Le mot performant, c'est pas forcément quantitatif, c'est vraiment en qualité de vie. On aspire à avoir une meilleure qualité de vie dans tous les sens du terme, que ce soit financière, alimentaire, sociale. Mais c'est très difficile de pouvoir mener tout de front. Et donc, on a déjà des stress qui arrivent. En plus de ça, dans son métier, au-delà de l'aspect financier, on a aussi ce côté à vouloir être performant pour ne pas qu'on nous dévalue. C'est très français, ça aussi. Et donc, on a aussi un nouveau stress qui s'ajoute. Je vois la vie vraiment du quotidien comme un marathon. Et en fait, il y a des phases où tu te prépares et il y a des phases de charge. Et j'applique, en fait, par exemple, quand je prends en charge un dirigeant, ici sur Clermont-Ferrand, ou même un artisan, une profession libérale, que sais-je, quelqu'un qui dépend de lui-même,
Ou même j'ai le cas là, par exemple, récemment d'un cabinet d'architectes qui doit répondre à un appel à projet. Autant te dire qu'ils visent, c'est beaucoup d'argent pour eux. Et donc, ils vont travailler comme des oufs 3 à 4 mois avant. 3 à 4 mois, c'est long. Et donc ça, c'est vraiment une préparation sportive. Et il faut qu'ils arrivent à date à être sûrs d'avoir performé. C'est comme un sportif pour les JO, voilà, par exemple. Et, sachant que même durant les JO, tu te dois, ou durant ta compétition, durant ta phase de charge, suffisamment récupérer pour performer la journée. Et ça, alors qu'il y a du stress et que c'est tout change autour de toi. Et donc pour le cabinet d'architectes, je pouvais pas leur dire de dormir 8 heures par jour, bien que ça aurait été potentiellement une des meilleures ressources, tu vois. Mais c'était impossible. Donc il a fallu que je compose avec de la diététique, de la nutrition, de la neuronutrition, pour arriver à rendre l'équipe plus performant avec des contraintes. Et ils étaient tous au Red Bull, laisse tomber, moi j'ai fait un arrêt cardiaque à leur place, quoi. Et donc j'ai envie qu'il y ait autre chose que le café, quoi, que la caféine au sens large. Mais donc voilà, il y a tout, là aussi il y a le côté performance, tu vois. Et tu peux pas leur dire de dormir 8 heures, tu peux pas leur dire de faire attention à eux, d'aller faire de l'activité physique. Ils sont comme des oufs, tu peux pas. Donc c'est aussi ça qui est excitant moi de mon côté, c'est que par exemple je suis j'allais pas dire un champion d'échecs, mais si tu veux quelqu'un qui vit les échecs au profond de son ADN. Mais c'est de la performance, c'est de la performance pas physique, mais toute sa vie tourne autour de ça. Il en vit pas, hein, mais c'est son truc, tu vois. Mais un entrepreneur, un artisan, un couvreur là. Mais c'est démesuré en fait l'impact qu'il y a sur son physique. On peut pas, c'est obligé qu'on attribue ça à un sportif de haut niveau, son métier. C'est obligé. Ou quand on est dirigeant d'une boîte de 50 employés et qu'il faut être là à 6 heures du mat et en fait t'es obligé de partir à 23 heures parce que t'es en train de faire une conf avec ta comptable, et t'as pas de vie de famille. Donc là il y a l'aspect psychologique. Alors moi je parle de neuronutrition, l'aspect neurotransmetteur, juste pouvoir gérer en fait les humeurs, mais il y a aussi la prépa mentale, ce qu'on a nous généralement dans notre éducation qui nous fait qu'on est solide ou pas, mais la prépa mentale joue un rôle en fait une pierre angulaire aussi dans tout ça. C'est de la psychologie, hein. Voilà, donc c'est vrai que on est dans un monde où il faut faire toujours plus avec toujours moins, et donc effectivement ça peut coincer. Mais la nutrition, dans ce cas-là, tu peux répondre, par exemple, quelqu'un qui dit je tourne au Red Bull, à la caféine, parce que j'ai besoin, je fais des nuits courtes, etc. et tout. Tu peux pas lui dire de dormir 8 heures, mais tu peux vraiment lui dire on va trouver un système pour que ça fonctionne mieux par l'assiette et par ce qu'il boit et ce qu'il mange. Oui, bien sûr. Après, dès que tu es dans une situation un peu atypique, l'assiette suffit plus. Il faut vraiment déjà viser complément alimentaire. Et c'est presque un comportement, tu vois, de dopage. Mais dopage légal, nutritionnel, comportement. Je parle vraiment de l'acte d'aller prendre quelque chose pour compenser. La plupart des gens maintenant sur les réseaux sociaux font ça, ne serait-ce qu'avec une protéine en poudre. Alors qu'il suffirait juste de manger mieux. C'est pour ça que sur mon Instagram, j'ai marqué vous mangez pas assez. Mais il y a effectivement énormément de solutions. C'est sûr que quand tu dors 4 heures par nuit, le but ça va être d'essayer d'étudier le cycle circadien, son niveau de stress, son niveau de cortisol, entre autres, même son adrénaline du patient. D'essayer d'avoir des cycles plus profonds. On va essayer peut-être d'utiliser des outils, tu vois. Tout ce que je peux trouver, franchement, autour de moi, j'essaie de les utiliser. Et voilà, en fait, il faut comprendre que si tu pousses un curseur, que ce soit cognitif ou sportif, il faut que l'alimentation, les substrats, le curseur monte aussi, que la récupération ou le lissage sur un certain temps ou ce que tu prends sur toi, enfin, l'effort que tu dois faire à ton équilibre augmente aussi. Et aujourd'hui, c'est très dur d'avoir tout ça. C'est-à-dire que c'est très très dur d'avoir. Déjà, tu le vois avec un sportif d'endurance, donc tu pousses le curseur du sport. La nutrition, c'est très difficile de monter le curseur. Tu peux le monter, mais généralement, il y a beaucoup de carences, de déficiences et donc de blessures problématiques qui impactent le sport, sans compter la psychologie. Donc, je pourrais même rajouter le curseur justement de l'esprit shonen. En fait, c'est ça, c'est ce truc de manga qui d'être dévoué à sa tâche, d'être à fond, d'être le meilleur. Mais ouais, et puis c'est vraiment individuel aussi entre
même le caractère d'une femme par rapport à un homme, même en fonction de son âge, de leur âge. C'est moi je pense même que ça impacte la fertilité, tu vois, on en est là, quoi. Mais c'est sûr que je pourrais développer tellement, mais j'ai fait beaucoup d'épisodes sur le RED-S. J'ai plusieurs personnes qui ont eu du RED-S, hommes comme femmes, donc avec de l'épuisement, de la ménorrhée chez les femmes, des hommes ou des femmes avec un squelette. Ils ont 30 ans, ils ont le squelette d'une femme de 65 ans, certains des trucs comme ça. Et donc, ce qui montre à quel point il y a des carences, c'est des sportifs. Tu les vois comme ça. Tu te dis, mais putain, ils sont en pleine forme et tout, et autres. Et puis, tu vois, là, je reviens, j'étais au Marathon pour tous ce week-end, on était plein de coureurs et tout. Tu regardes les gens, il y a tous les profils qui courent, etc. et tout. Et il y en a peut-être qui disent, ah bah tiens, lui, il a l'air plus en forme que moi je suis un peu rondouillard, etc. et tout. Mais on se rend pas compte. Et moi, un jour, j'avais dit, à l'UTMB, je sais pas combien de milliers de personnes qui partent, mais il y en a, je sais pas, il y en a beaucoup qui doivent pas être en excellente santé par rapport à, je sais pas comment on pourrait définir l'excellente santé. C'est-à-dire que ils sont probablement en meilleure santé que s'ils faisaient rien du tout, et s'ils étaient ultra sédentaires. Mais par contre, d'en faire à ce volume-là, est-ce qu'on est capable de tout équilibrer, comme tu disais, avec les moyens qu'on a, parce qu'ils sont pas professionnels. Tu vois, moi, je me pose la question, par exemple, de faire du triathlon. Si je me dis, et l'an dernier, je l'ai vu, je me suis entraîné 16 heures par jour et j'ai vu le résultat sur moi. Il n'a pas été bon, hein. Il y a un moment donné, sur l'équilibre, il n'a pas été bon. Donc, c'est difficile d'avoir cet équilibre-là. Donc, on essaie de corriger par là. Mais tu peux pas faire un miracle non plus. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est compliqué de tout équilibrer. Avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas obligé d'avoir une récupération, un focus sur le quotidien. Déjà, tu peux avoir des phases de récup et de surcharge de façon hebdo, de façon mensuelle, de façon trimestrielle, annuelle. Et tout est dans la périodisation, et c'est ce qu'on voit la plupart du temps sur des préparateurs physiques. Parce que tu peux te faire du triathlon, tu peux faire 16 heures de sport par jour, mais entre guillemets, il faut être préparé à ça. Faut adapter ton corps à ça, tu vois. Et la périodisation, c'est que tu peux avoir aussi une phase de j'ai envie de dire, d'anabolisme, même psychologique, de création, tu vois, de structuration, de consolidation sur 6 mois, 9 mois. Et puis, tu te retrouves à taper 6 à 9 mois, on va dire 6 à 3 mois, on va dire 3 mois, de surcharge, mais là, physique, tu vois. À ce moment-là, à côté, il n'y a plus rien, hein. C'est évident. Donc tout se prépare. Ça fait que tu lâches des bagages, tu investis, voilà, tout simplement, même de l'argent dans ton assiette. Et à ce moment-là, tu peux arriver à faire des choses stratosphériques. On le voit de toute façon, même pour un sportif de haut niveau comme, si tu veux prendre Léon Marchand, peut-être même que sa phase de charge extrême, elle est durant ses 15 à 30 ans, et qu'il va falloir qu'il paye les pots cassés tout le reste de sa vie. L'autre Pareto, 80-20. Mais soit c'est quotidien, soit c'est sur ta vie. Et puis en fait, la génétique vient aussi et te permet de pas toucher les ronces sur le côté de la route, tu vois, et d'arriver à performer, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est ceux qui ne sont très rarement blessés, qui ont tout de suite un peu des moyens ou du réseau pour tout de suite pouvoir être bien entourés. Voilà, donc c'est un tout. Et il faut arriver à le comprendre. C'est vraiment ça. La plupart des gens, en fait, ils taffent tous. Leur exigence, elle est dans le travail comme en sport, donc ils ont poussé les curseurs. Mais il y a forcément quelque chose. Tu tires la couette. Tu tires la couette et il y a toujours un morceau du matelas qui est découvert. Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, il y a un truc qui m'intéresse parce que tu dis, tu leur dis là, tu dis les gens mangent pas assez. Globalement, ça fait partie ça serait une des grosses recommandations que tu verrais pour beaucoup de gens, parce que qui peut paraître contradictoire pour pas mal de gens, mais de dire vous mangez pas assez. Oui, c'est vraiment une conclusion que j'ai eue. Je me suis dit, mais en fait, le truc c'est que comme on se dépense pas, on essaye de focaliser sur l'alimentation, et donc aujourd'hui l'alimentation ne suffit plus à maintenir un état de santé. Donc on promulgue l'activité physique. Mais pour moi, un être humain devrait, même un petit bout de femme, devrait pouvoir manger peut-être 2500 à 3000 calories par jour. Tu vois ? Allez, je vais être gentil, entre 2000 et 3000, plutôt qu'entre 1500 et 2000, 2002. Et je parle sur, avec une activité physique
modéré que je j'associe pas à l'activité sportive. Hein. Mais il me semble que c'est Denis Richer qui en a parlé et ça m'avait étonné justement. Je dis mais ouais, j'arrive à la même conclusion. Je suis très content de moi d'ailleurs parce qu'en fait il dit mais c'est tout son pamphlet. Il disait que comme tu manges pas assez, t'as pas assez de protéines, t'as pas assez de minéraux, t'as pas assez de vitamines, et c'est pas une question d'avoir l'alimentation qui a dégradé depuis 100 ans, machin, blablabla. Si tu te débrouilles bien, tu peux quand même arriver à avoir 80% enfin même 100% si tu as une activité physique normale de tes besoins. Mais il faut arriver à dépenser plus, et notre métier sédentaire fait que du coup, on n'a pas assez d'entrants qui permet une stabilité de santé et quand même une longévité. On parle de longévité maintenant. On étudie les centenaires, quoi. Donc il y a ce côté vraiment. Je pense qu'on ne mange pas assez vraiment et d'aliments en plus densément nutritionnels, quoi. Mais alors, quand tu dis ça, quand je comprends bien, là on parle pas qu'en termes de calories. La logique, c'est de dire que le fait de pas manger assez, c'est qu'on se prive aussi de, je sais pas, de minéraux, de vitamines, là tu as parlé de protéines, etc. C'est-à-dire de ce dont le corps a besoin. On n'a pas assez d'apports globaux qu'on aurait si on mangeait plus. En fait, c'est ça, hein, la logique. Pour moi, peu importe le nombre de repas que tu vas faire par jour, peu importe d'où tu viens, de comment tu cuisines, l'idée c'est de manger vrai végétal varié, comme le dit Anthony Fardet, qui est d'ailleurs à côté. Je sais pas si tu l'as déjà interviewé, mais je l'ai eu, Anthony Fardet. Oui, je cite souvent parce que c'est vrai que la règle des 3 V est très intéressante. Ouais, super. Et si tu veux, au lieu d'avoir le PNNS, tu fais la règle des 3 V. Et l'idée, c'est d'arriver à manger suffisamment pour ne pas avoir besoin de compléments alimentaires. En fait, je crois sincèrement qu'on a besoin de compléments alimentaires tous. Si tu veux, le magnésium, la vitamine D, et puis même tout ce que les oméga 3, les acides gras de bonne qualité au sens large. Quand on te recommande 1 à 2 poissons gras par semaine, mais il y a plus personne. Pour moi, même un petit morceau de viande rouge de qualité, tu vois, bio, local, peu importe. Mais c'est un formidable complément alimentaire à lui tout seul. Il y a des effets synergiques stratosphériques plutôt de prendre de la créatine, de la B12, super quoi. Tu vois, et avoir un éthisme derrière ça qui arrive en jeu. Je pense qu'il n'y aura même pas eu besoin de s'accabler sur une production alimentaire stratosphérique si elle est déséquilibrée en fait. Aujourd'hui, on peut avoir une alimentation de base vraiment riche. C'est juste que il faut une quantité minimale quoi. Et des êtres humains de 60, 70, 80 kilos, ça a besoin. Ça a des vrais besoins. Et même pour l'eau, hein, tu le vois, on le voit simplement. Hein, les gens ne boivent pas assez. Et parce qu'ils n'ont plus la sensation de soif. Tu vois, ton stress, ton état inflammatoire va te faire une petite rétention d'eau, va diminuer ta sécrétion d'hormones de la soif. Tu as une fonction un peu antidiurétique qui se met en place. Donc la sensation de soif disparaît, les gens ne boivent plus. Alors là, Hydratis, ils ont pris le filon et ça marche. Mais qu'ils y aillent, mais allons-y. Mais vraiment, moi, c'est un complément alimentaire. Écoute, c'est 10 balles par mois, c'est entre guillemets j'ai envie de dire le prix de ta bêtise, tu vois. Mais s'il faut ça pour boire, écoute, c'est go, go. Mais ça prouve qu'on n'a pas assez de potassium, on n'a pas assez de minéraux au sens large, même du fer. En fait, dès que tu es un petit peu en état inflammatoire, tu séquestres ton fer. Tu fais de la ferritine. Et ça va être même des véganes qui ont de la ferritine. Ils ne comprennent pas. Tu sais. Mais vraiment, dans la nourriture, il y a des effets synergiques. Et plus tu dégrades l'alimentation, moins tu as d'effets synergiques et plus tes compléments alimentaires fonctionnent aussi. Ça, c'est prouvé aussi. Donc, ce juste équilibre, il est là. Et d'abord, tu vulgarises. Et ensuite, tu essaies de corriger. C'est pour ça que d'abord, tu essaies d'apporter de la diététique. Et si tu n'y arrives pas, tu vas vers la nutrition, voire micronutrition, en mode un peu thérapeutique, quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai eu Anthony Fardet, j'ai eu beaucoup d'invités, tu vois, et tu parlais tout à l'heure de Denis Richer. Vous pouvez écouter l'épisode avec Denis Richer parce que il y avait des grands trucs aussi sur une phrase moi qui m'a sur le sport, tu vois, sur le fait que les sportifs ont du mal à manger assez. Et c'est vrai que les apports, quand tu vois, mais moi. Et alors, je sais pas si c'est un coup de fainéantise ou quoi. Quand je surveille mes protéines, ma quantité de protéines, je suis systématiquement, très souvent, je suis en dessous de mes protéines. Enfin, c'est un truc de dingue. Pourtant, j'ai beau essayer de les varier, j'ai beau manger des œufs, etc. et tout. Je pense qu'il y a une question de coût aussi des fois. Tu vois, il y a des coûts de certaines viandes. Quand tu regardes le truc, tu dis waouh. Oui, tu as raison.
Mais aujourd'hui, on peut avoir de la protéine de qualité pour pas trop cher, hein, comme tu as dit, les œufs. Mais mine de rien, je sais pas. Après, tu vois, généralement, la plupart des gens font attention aux produits laitiers, mais vraiment, faut privilégier d'abord une quantité. Ça veut pas dire à outrance, hein, ça veut pas dire fast-food et tout, mais une quantité adaptée à soi. Et en fait, quand tu sais la quantité que tu aurais besoin, c'est là où tu adaptes la cuisine et la texture. Et donc, en fonction de ta vie, tu adaptes. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à manger le matin. Bon, ben, est-ce que je peux mettre quelque chose ou pas? De quelle texture? Et mine de rien, tu arrives à introduire. Il y a une adaptation du système. Il y a toujours une adaptation. Il faut juste le pousser un peu et ça passe. Prenons une image extrême pour comprendre le mécanisme là. Ben, tu prends un bodybuilder ou un powerlifter, un haltérophile. Les gars, ils doivent être à un certain poids. Ils doivent se forcer. Alors attention, c'est pas santé. Mais dans le principe, l'image extrême, c'est de dire, ben, tiens, ils vont adapter. Ça a pris des années à assimiler. Donc les sucs, les acides biliaires, les sucs digestifs, ton microbiote, ta fonction digestive s'améliore, entre guillemets, se potentialise. Ce qui peut être aussi un facteur d'alerte et de fatigue. Ça dépend de comment tu es constitué, de comment tu arrives à récupérer, de ce que tu mets dans ton corps. Mais on peut s'améliorer. On peut devenir des êtres humains plus efficaces. Ça, c'est vrai. Et donc, à partir de là, la texture, entre guillemets, elle modifie. C'est ce que tous les sports d'endurance le savent, avec les gels et compagnie, ou les apports de glucose rapides, ou les cétones maintenant. Et puis, il y a d'autres choses. Si on doit aller encore plus loin, on tend vers la micronutrition. On essaie de combler après des choses qu'on n'arrive pas à avoir, même avec la quantité. Ou une personne âgée en dénutrition, hein, clairement. Hein. On en est là. Hein. C'est pareil. Hein. Faut arriver. Alors maintenant, on a des compléments nutritionnels oraux, mais on essaie de tout faire passer par la food first, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, j'ai fait des recherches sur l'œuf tout à l'heure, par curiosité. Je regardais, c'est incroyable le bienfait d'un œuf et tout. Et pourtant, à un moment donné, ils ont été diabolisés, les œufs, avec l'histoire du cholestérol, etc. et tout. Mais moi, les œufs sauveront l'humanité. C'est les œufs qui sauveront l'humanité. C'est pas les lentilles, c'est pas les légumineuses. Ça y participera évidemment. Le soja aussi, mais les œufs, quoi. Franchement, c'est une tuerie, quoi. Il y a tout. Il y a tout. Et tu vois, ce que je regardais, c'est quand tu manges 2 œufs, en apport de B12, de vitamines, etc., mais c'est largement au-dessus de certains compléments que tu peux prendre dans certains cas, je veux dire, où c'est en équivalent. 2 œufs, c'est par rapport à de la B12, ouais, tu combles tout. Mais pourquoi, dans la tête des gens, des fois, c'est plus rapide de prendre un complément que de manger 2 œufs? T'as la question. Elle est dure. Je sais qu'elle est dure, mais tout. Non, mais c'est une question de goût, de flemme, d'éthique. Franchement, c'est vrai qu'on pourrait poser la question, c'est pourquoi les gens s'orientent vers une solution de facilité? Parce que c'est facile. Mais le manque de connaissances ou des connaissances pas suffisantes, un peu bancales, te donne la confiance et du coup tu penses bien faire. Mais entre rien, par exemple tu veux pas d'œufs, tu manges pas d'œufs et ne pas prendre de compléments, ben en fait parfois il vaut mieux prendre un complément que rien du tout. Moi franchement je pense qu'on fait la même chose. Pourquoi on prend un raccourci? Pourquoi tu as des gens qui traversent un sens interdit sur 50 mètres pour gratter tu vois, les bouchons? C'est un peu ça en fait. C'est ce qui est bien, pas bien, sur le moment, est-ce que c'est contextuel, est-ce que tu risques vraiment ou pas? C'est personnalisé, quoi. Bon, revenons à nos histoires de performance. Est-ce que tu dirais que les besoins d'un sportif et d'un professionnel, par exemple, est-ce que ça se ressemble sur certains aspects? Parce que c'est vrai que souvent, tu vois, on voit des gens qui font du sport à haut niveau, qui sont aussi des bons professionnels, c'est qu'on a l'impression qu'ils réussissent tout, tu vois, t'as un peu le sentiment, l'impression, t'as dit, tu sais, à une époque, on opposait la tête et les jambes, et puis en fait, tu te rends compte quand même que il y a tête bien faite et jambes bien faites. Et tu te dis, moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, les apports qui marchent pour d'un côté, souvent, tu vois, peuvent être pas mal pour l'autre aussi. Enfin,
En tout cas que si tu manges bien pour être performant dans le sport, ça va t'aider aussi dans la partie professionnelle, au quotidien, tu vois, être en pleine forme, en pleine santé et tout. Sauf quand tu vas dans l'excès, tu vois, tout à l'heure tu parlais des bodybuilders, après où il y a des fois des trucs un peu, je parlais de l'ultra-endurance, on a des excès. Oui. Mais est-ce que finalement on peut se dire que quand on arrive à avoir les bons apports globaux pour être en forme dans un domaine, ça va avoir une répercussion sur l'autre côté en fait? Ou alors j'ai un peu de mal à cerner, j'ai envie de te dire oui là comme ça, parce que ça me paraît du bon sens. Là tu vois, je n'ai pas le côté ingénieur, j'ai plutôt le feeling. Mais oui, en fait, si tu... Propose-moi un cas concret, parce que pour le coup, si tu prends Thomas Blanchet ou Mathieu Blanchard et que tu essayes de suivre ce qu'ils font dans ton quotidien, il y a forcément des choses qui vont aller et d'autres qui vont pas aller. Ça c'est facile à dire, merci Maxime. Mais peut-être que déjà dans l'activité physique, j'ai peur qu'il y ait plus de chances que ça taille pas, parce que c'est vraiment adapté à lui. Et par contre, il y a peut-être plus de chances que ce qu'il fait en nutrition taille. Parce qu'il y a un peu quand même une règle fondamentale de l'univers, j'ai envie de dire, où on fonctionne un peu pareil. Mais il y aura une limite à ça. Encore une fois, peut-être, tu vois, 80-20, se dire, tiens, si j'arrive à suivre son plan, tu arriveras à avoir de très bonnes bases. Et si ça te va pas, au moins tu auras appris des choses tellement spécifiques à ce sport-là que ça te fera avancer, du coup, sur un autre plan. Donc ouais, et tout est lié. Il y a quand même, de toute façon, dès qu'on sort de sa zone de confort et de ses habitudes, généralement de ce qu'on a appris, généralement on va quand même vers du mieux. Et dans tous les secteurs d'activité, dans tous les niveaux, que ce soit sportif ou professionnel, c'est vraiment le fond de ma pensée, ouais. Parce que tu vois, par exemple, je sais pas moi, prenons, tu vois, tout à l'heure tu parlais, j'ai fait un épisode sur les neurotransmetteurs. Tu vois, il y a un truc qui m'avait surpris, c'était sur autour du sommeil. Tu vois, tout à l'heure tu parlais du sommeil, tu disais, je peux pas dire aux gens de dormir 8 heures parce qu'ils arriveront pas à le passer et tout. Et pour des sportifs de haut niveau, certains, enfin, de haut niveau, qui s'entraînent beaucoup. Pour haut niveau, tu vois, il y a aussi des gens qui s'entraînent beaucoup, qui ont travaillé à côté. Ils vont dire, oui, mais je peux pas dormir 8 heures parce que j'ai l'entraînement, ma vie pro, la famille, etc. et tout. Et donc, tu vas te dire, peut-être que par l'alimentation, peut-être qu'en regardant sur les neurotransmetteurs, sur des choses comme ça, peut-être que ce que tu manges le soir, à quelle heure tu le manges, à quel moment, ce que tu manges dans ta journée, tu peux améliorer le sommeil en qualité et que ça va avoir une répercussion à la fois sur ta qualité d'entraînement, mais aussi sur tes émotions dans la journée, ta capacité à travailler plus vite, peut-être, tu vois, donc dégager du temps pour mieux t'entraîner. Enfin, tu vois, dans cette globalité-là, en fait, on peut dire aux gens de dire qu'il y a des trucs à réfléchir dans ce sens-là. C'est clair. Donc c'est la psychonutrition parce que c'est un terme maintenant libre de droit, mais on parle plutôt de neuronutrition qui est un terme qui a été déposé, je crois, par l'Institut SIN ou professeur Olivier Coudron, je sais plus. En tout cas, moi je dis neuronutrition parce que c'est système nerveux et j'associe presque ça. Enfin, c'est hormononutrition en soi, tout est lié, quoi. C'est ça le problème. C'est que vraiment, la micronutrition, on va dire, sur des aliments ou des compléments placés à des endroits judicieux pour pouvoir améliorer effectivement la qualité du sommeil, donc par le biais de synthèse de sérotonine, de modulation des pics de cortisol durant les cycles nocturnes, ce qui permet d'avoir un sommeil suffisamment profond et réparateur, d'avoir cette chasse d'eau du liquide encéphalo-rachidien, de pouvoir avoir une bonne diurèse aux toilettes le matin, de pas avoir des réveils nocturnes pour aller faire pipi parce qu'en fait on boit comme des oufs la journée et qu'en fait on a un état d'alerte qu'on stocke aussi une certaine partie. D'avoir une bonne sécrétion hormonale, je pense surtout d'hormones anabolisantes. Dans le corps, on a souvent, on pense à la testostérone, mais on a aussi des dérivés. On a de la nandrolone, qui est un vrai bonus. Toutes les hormones stéroïdiennes au sens large. Donc, il faut arriver à donner suffisamment de briques pour pouvoir les constituer. Ça, c'est du bon sens, mais pour pouvoir aussi les timer. Et donc ça dépend des gens, effectivement, et des professions, et de tout le contexte. Tu vas avoir des gens qui ont du mal à s'endormir. Par contre, quand ils s'endorment, c'est bon. Même s'ils dorment 6 heures, tu vois, c'est OK. Et au contraire, d'autres qui s'endorment tout de suite et qui se réveillent
ça c'est la pire des situations parce qu'en fait généralement ils s'endorment de fatigue, d'épuisement en fait, et ils se réveillent en fait avec des pics de cortisol, de stress parce qu'ils compensent en fait un état d'alerte. Et donc tu te retrouves à avoir encore une fois cette phase de charge, la comprendre, savoir si c'est temporaire ou si c'est plutôt tout le temps. J'ai toujours été comme ça, ma mère était comme ça. Là, tu as intérêt à bien prendre en charge la personne et à rééduquer et à faire tranquillement des petits pas sur le côté, à l'arrière, et réintroduire de la récup ou de la sociabilité aussi. Ça y joue beaucoup sur l'humeur et sur la qualité du sommeil. Voilà, donc même, en fait, tout peut partir du petit déjeuner. En fait, on le dit souvent, mais le petit déjeuner, c'est pas une question de c'est le meilleur repas ou pas. C'est qu'on a prouvé que le petit déjeuner était comment dirais-je, un signal biologique pour le reste de la journée. Tu vois, ça fait partie d'une vraie signalétique hormonale, une symphonie d'un rythme circadien de qualité. Et donc c'est pour ça qu'on tend à manger un peu plus protéiné le matin. Après, la répartition des féculents, des sources d'énergie, du glucose, va se faire en fonction des tests que tu vas faire, tout simplement. Si le soir, tu lui fais manger des féculents, il s'endort bien, tout se passe bien, et que le matin c'est pas le genre, tu vois, voilà, t'adaptes. Moi, j'ai eu des cas où, par exemple, je faisais manger des glaces lactées le soir parce que tout simplement, soit un yaourt, soit une glace, tout simplement parce que c'est frais, c'est sucré, mais si tu prends une petite portion dans un bol alimentaire, ça passe, ça va, quoi. Et donc, tu as cette synthèse de sérotonine aussi, d'apaisement, de dopamine aussi, de plaisir. Mais tu vas avoir aussi du lactate, qui est un substrat qui permet d'apaiser, d'améliorer la qualité du sommeil. Et en fait, il faut avoir une bonne connaissance un peu de tous les aliments, de tout ce dont ils sont composés, surtout des synergies, pour pouvoir les proposer comme des outils. Encore une fois, quand tu dois construire une maison, chaque maison est différente, vraiment chaque maison. Pourtant, on a des règles de base, des assurances de base, et on a tous un peu les mêmes outils. Mais il faut voir la nutrition comme ça. Donc ouais, t'as vraiment... il faudrait un cas concret pour pouvoir proposer une réflexion et une espèce de structure de pensée. Mais déjà là, ça donne pas mal d'informations. Et le maître mot, c'est tester. Ouais. Et c'est vrai que la difficulté aussi, c'est que chacun a un cadre personnel. On a des horaires, on a la vie de famille, le travail. Certains ont des transports, certains n'ont pas de transport. Enfin, il y a tout un tas de choses. Puis on a des appétences. Moi, il y a un truc. Tu sais, t'as dit oui, ma mère était comme ça, ma famille était comme ça. Ou tu dis il y a quand même un côté à creuser. C'est comme l'histoire du café. Tu vois, moi, je reviens souvent sur le café. Il y a des gens qui me disent oh, mais moi, sans mon café du matin, je peux rien faire. Et pourtant, tu te dis si tu dois avoir Max, je suis sûr que Max, il va te dire on peut faire tellement de choses. Oui, carrément. Moi, j'adore ça, le café, dans l'étude, je veux dire, de l'impact que ça a sur le corps. Je trouve que c'est une des substances les plus exceptionnelles qui est. Oui, est-ce que se réveiller avec un café est une bonne pratique? Oui, non. Comme dirait Major Mouvement, ça dépend. C'est ça le truc. On peut se dire que, par exemple, si tu as besoin que d'un café petite taille le matin, est-ce que c'est juste pour avoir la signalétique du café qui t'enlève ce petit brouillard et après t'en bois pas de la journée parce que t'en as pas besoin? En fait, ça c'est mon cas. Moi, je suis à bloc toute la journée et j'ai pas de question d'adénosine ou quoi qui va me faire cracher à 14 heures. Ça, c'est pour les gens fatigués et tout est là. Ouais. C'est analyser, effectivement. Est-ce que tu viens en compenser quelque chose? Et d'où vient cette compensation? D'où vient cette décompensation, pardon? Oui, en fait, ils en prennent un au réveil, parce qu'en fait, ce qu'ils recherchent, c'est de la motivation et de l'éveil tout de suite. Alors déjà, manger correctement dès le matin avec des grands verres d'eau, ça ira très bien. Puis à 10h, puis à midi, et puis en fait, tu te rends compte que tu passes de la fonction de la caféine à l'utilité sociale que ça a à ton travail. Les gens n'ont pas le discernement de ça. Derrière ça, tu te retrouves à avoir ton café, il marche pas. Généralement, c'est les gens qui prennent un petit café le matin, un bon café le matin, ils mangent pas bien. Donc en fait, ils se retrouvent à midi, ils mangent un peu plus. Soit ils vont au resto, au Leclerc, où ils ont leur gamelle. Ils commencent à piquer du nez parce que ils ont mis des féculents, peut-être un peu trop de ce qu'il y a besoin sur l'instant, et donc ils envoient du café, mais ça marche pas. Tu te retrouves à digérer, et en fait, tu te retrouves à avoir ta caféine qui agit le soir, t'as chaud, t'as du mal à t'endormir,
tu récupères moins, et c'est reparti. Et en fait, tu te retrouves dans des états où tu t'accoutumes à ton état d'alerte, tu pisses ton magnésium, tu rentres tôt ou tard en burn-in, et puis en fait, soit tu te barres de ton taf parce que tu dis que c'est ton taf qui va pas, soit tu rentres en burn-out, et on connaît tous des gens comme ça, quoi. Voilà. Le café, c'est trop bien. J'adore ça. C'est à utiliser pour un sportif en cyclisation, le rendre plus sensible et l'utiliser comme un vrai outil avec des phases de charge et tout. On peut le potentialiser, on peut le rendre hyper rapide, comme on peut le faire durer plus longtemps. Trop bien, quoi. Et après, tu vois ce que tu as dit sur le café, mais je pense que pour plein de types d'aliments, on peut avoir ça. Parce que, tu vois, hier, je regardais sur Freds, là, les trucs, et quelqu'un qui parlait du sucre, qui dit, moi, j'ai trop mal à enlever le sucre, je mange du sucre et tout. Et la réponse que j'avais faite, moi, c'était de dire, pourquoi? Parce que, il y a toujours, à un moment donné, il y a une explication, tu vois, sur le rythme de vie. Puis quand tu suis, alors les gens, des fois, tu les suis un peu depuis longtemps, tu regardes un peu quand tu les connais et tout. Et toi, quand tu leur poses quelques questions, il y a des moments où tu vas te dire, il y a une alerte. Quand quelqu'un te dit, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce truc-là, je mange tel truc, je peux pas m'en passer. Et tu te rends bien compte qu'à un moment donné, on est dans de l'habitude, peut-être des besoins émotionnels, des besoins de tout un tas de choses, mais que c'est pas irrémédiable non plus. Les gens sont souvent défaitistes et pensent que foutu pour foutu, tant pis. C'est pour ça qu'il faut leur recommander des nutritionnistes, mais surtout des diététiciens. Mais en fait, c'est clair que la capacité à réfléchir sur sa propre situation, mine de rien, je pense que c'est un niveau d'intelligence. Sans vouloir faire un peu d'eugénisme, franchement, ou d'éducation, de caractère, de là où tu as vécu, de volonté. En tout cas, tu as effectivement les aliments doudous, qu'on appelle les aliments doudous, sur le côté émotionnel. Ça, c'est un vrai truc. Mais comme tu vas entendre partout sur les réseaux sociaux, cette fameuse phrase où non, votre enfant ou vous-même, madame, vous n'allez pas prendre une cuillère à soupe de sucre en poudre et vous la mettre dans le gosier. C'est hyper rare. Donc, c'est pas une addiction au sucre, c'est souvent aux aliments industriels et à l'association gras-sucré qui, à juste mesure, fait exploser les niveaux de dopamine dans le cerveau, donc l'hormone de cette récompense, de cette satisfaction, mais aussi de sérotonine, mine de rien, du coup, sur la régulation de l'humeur et de l'appétit, de la prise alimentaire. Il y a cet aliment doudou, plus, mine de rien, quand on a cet effet de neurotransmetteur, quand même le même circuit que l'addiction. Et donc le geste ou le moment a un vrai impact, comme le café, clope, après manger. Tu vois, il y a ce côté social, où juste la clope, sur le pas de la porte avec ton collègue qui comprend absolument tout ce que tu lui dis, parce qu'il est dans la même situation, blablabla. En tout cas, tu te retrouves avec ce côté environnemental qui joue énormément. Et donc l'habitude, le corps est un véritable bête d'habitude et de routine. Donc si on lui donne, que ce soit un simple édulcorant sur la langue ou un cookie, ça laisse une empreinte. Et du coup, quand on l'a pas, il dit what, c'est quoi ça? Mais ça joue aussi pour le reste. Ça joue pour l'eau, donc s'habituer à boire. Ça joue pour la collation de 17h. Moi, par exemple, ça fait 10 ans que je goûte. Alors, des aliments de qualité. Mais par exemple, je vais aller au resto, je m'en mets plein la panse. À 17h, wow, j'ai la sensation de faim. Mais je suis encore en train de digérer. Et puis, j'attends un peu, je bois un coup, et ça part tout de suite. Tu vois. Mais l'habitude a un rôle, l'addiction ou la sensation de manque a un rôle, et la compensation psychologique a un rôle. Et il y a un truc aussi, c'est tu parlais de gestuelle, tu sais, de la cigarette, parce que j'ai toujours en tête un ancien collègue, quand il a arrêté de fumer, le plus dur pour lui, c'est d'enlever le geste. Et j'ai le même sentiment avec ce qui est bonbon et sucre, tu vois. Moi, je dis, je suis fan de M&M's. Mais alors, le truc, tu vois, c'est mon truc. Les M&M's, je l'amène sur mon vélo, etc. et tout. Mais il y a le truc de picorer, tu vois, d'en prendre un et un autre et tout. Et pendant longtemps, je me suis posé la question quand même. Je me disais, tu vois, je faisais des cours toute la journée, je prenais le train, le soir et tout, et je me prenais toujours mon paquet de M&M's, et je me disais, alors tu sais, j'avais faim, alors après j'ai attribué au fait, je buvais pas assez dans ma journée, je mangeais trop de pâtes blanches à midi dans un restaurant en pensant que ça allait me compenser et tout. Et puis récemment, j'ai découvert le côté doudou, le fait que à quel point notre cerveau, et puis je sais pas,
d'où ça remonte à plus que la préhistoire. À quel point le geste de mettre un truc à la bouche et de le répéter, c'est un doudou, et c'est finalement quelque chose ça fait partie en fait de la sécurisation, je sais pas ce que ça fait. Mais ce qui veut dire que même un aliment comme ça, finalement, même sans question de sécurisation, oui, tu as raison, ça peut être ça. Comme ça peut être juste comme un médicament sur l'instant T très rapide, comme une dose d'alcool à 18 heures, boah, ça te descend d'un coup et c'est ça que tu recherches. Mais tu as aussi le côté Madeleine de Proust. C'est-à-dire que tu en as eu dans ton enfance, ou alors tu n'en as pas eu dans ton enfance et tu as découvert ça d'un coup, avec un contexte positif. Si tu veux, ça va avoir le même impact que si je te mets du Diams en 2024, quoi. Peut-être que ça va t'enjailler et t'as ce côté Madeleine de Proust. Il me fait des gros yeux. Non, moi, Diams, non, ça ne marchera pas. En fait, une musique rétro. Non, bah alors attends, Céline Dion, si tu veux, tu vois, voilà, tu mets du Céline Dion, j'irai où tu iras. Et en fait, t'as ce truc qui jaillit en toi. Et il faut pas de déclencheur énorme. C'est ça le truc. Il n'y a pas besoin de déclencheur. Et toi, c'est les M&M's. Bah, Proust, c'était sa Madeleine. Ça lui rappelait des souvenirs. Ouais, et ben n'empêche que pour me débarrasser de mes M&M's, c'était un peu compliqué quand même cette histoire-là, parce que c'est devenu une espèce d'habitude. Ça et mon verre de coca, tu sais, quand j'entrais à la maison le soir. Et en fait, je me suis rendu compte après, c'était l'enchaînement des choses, en fait, le problème. Parce que le paquet M&M's, un paquet M&M's de temps en temps, c'est pas le problème. Mais en fait, c'était l'enchaînement et la régularité des choses. Et le jour où je l'ai décortiqué, je dis, oula, attends, mais pourquoi tu fais ce truc-là? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Etc. Mais on se rend pas compte à quel point, en fait, notre alimentation aussi, elle est très automatisée. Ouais, t'as beaucoup de bon sens déjà, tu vois, d'avoir poussé le truc à réfléchir. Mais l'alimentation est aujourd'hui, et la conséquence, comme je disais tout à l'heure, d'une équation à multiples facteurs. Et comment tu as mangé pendant les 20 premières années de ta vie, fort probable que ça impacte les 20 prochaines. Donc, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est peut-être même contextuelle en fonction de ta famille, de ta catégorie socio-professionnelle, de l'argent que tu avais chez toi, c'est ça que je veux dire, en fait, du niveau d'éducation. Et donc, oui, il y a un automatisme dans les aliments qu'on aime, qu'on choisit, mais aussi qu'on mange, à l'heure où on mange. Tu vois, c'est typiquement français de manger à une certaine heure. Tu vois, le midi, 19h30, devant le JT. Voilà, c'est très, c'est un vrai impact, comme tu dis. C'est l'automatisme. Mais on est des êtres d'automatisme. On aime ça, ça nous sécurise. C'est une zone de confort. Bon, bah écoute, c'était des belles réflexions en tout cas. Ce qui montre d'ailleurs que c'est un sujet qui est tellement vaste, qui a tellement de branches, de répercussions, de choses. Parce que souvent, un métier. On a le côté un peu mécanique, certains qui comptent, on va dire, il faut manger tant de protéines, tant de trucs, mais on se rend pas compte de toutes les interactions. Et c'est vrai que d'aller creuser aussi, mais de voir aussi que finalement un diététicien, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui veulent pas y voir un diététicien, parce que je pense qu'il y en a qui savent pas à quoi tu sers, très clairement, ou d'autres qui pensent que t'es qu'un emmerdeur. Enfin, je le dis, tu vois, moi je suis allé voir une diététicienne, je suis allé voir la même diététicienne 2-3 fois, et qui m'avait beaucoup aidé. On avait replacé des trucs, etc. Elle avait, puis au bout d'un moment, elle a sorti un truc du style, peut-être falloir arrêter de manger comme un étudiant, et puis peut-être manger un peu plus sérieusement, redonner certaines bases, etc. Mais on se rend pas compte en fait que parce que à quel point en fait on peut pousser, et que selon les spécialisations vous avez les uns les autres, sur vos domaines, votre expérience, les différents parcours et tout que vous avez aussi. Bien sûr. On peut aller très loin en fait. C'est-à-dire que on peut aller très loin et que vous n'êtes pas là pour emmerder en disant non, il va falloir que tu manges tes 5 fruits et légumes par jour, etc. Mais que moi, tu sais, un des conseils que m'avait donné la diététicienne, c'est de manger des noix au goûter. Bananes, noix, des amandes, des trucs comme ça. Et sur le coup, elle pouvait pas tout m'expliquer en 1 heure. J'ai mis des années à comprendre ensuite, etc. et tout, tu vois. Mais avec les invités, écouter l'épisode avec Anne Nguyen sur les neurotransmetteurs et sur la banane du goûter, par exemple, pour comprendre les enchaînements potentiels que ça peut avoir, pour comprendre qu'il y a des trucs et qu'en fait vous regorgez de ce type d'approche, de conseils, parce que vous avez tout un tas d'aspects, de compétences, de connaissances dans lesquels vous êtes creusé très loin, et que c'est pas juste une question, tu mets ça dans ton assiette et puis tu verras, tout se passe bien, quoi. On est sincèrement, si vous allez voir un diététicien, une diététicienne, même si vous pensez qu'elle est très bucolique, le petit carré de chocolat à 4 heures, que c'est très scolaire, ou que je sais pas, on est
au pied des lobbies de l'industrie du lait ou quoi. Alors, vraiment, je tiens à vous rassurer qu'on a un niveau au-delà de première année de médecine, sincèrement. Déjà sur les fonctions du corps, sur la sécrétion d'enzymes, toutes les peptides qu'on pourrait avoir dans le corps, les voies de signalisation, les organes. On apprend toutes les cellules par cœur. C'est le BTS le plus dur de France, tout BTS confondu. Mais il y a le BUT maintenant, dont tu peux être aussi diététicien, mais aussi travailler dans le monde de l'alimentation, de la nutrition ou de l'agroalimentaire, tout simplement. Donc c'est plus polyvalent, c'est plus biologique. Mais le métier de diététicien, le BTS, c'est ce qui va te faire apprendre. Franchement, moi je rêve que par exemple, tous les naturopathes qui proposent du contenu ou qui utilisent leurs connaissances pour essayer d'en vivre, ce que je trouve louable, puisque plus il y a d'ingrédients dans le gâteau, plus le gâteau grossit, donc c'est intéressant. Mais qu'ils essayent de passer le diplôme, humblement, juste d'aller voir les cursus, tu vois. Et s'ils sont pas d'accord sur les, le petit déj du matin, comme toi tu disais, c'est pas ce que je mange. Le but c'est pas d'obliger les gens après, effectivement, c'est d'avoir ta base. Et cette base-là, elle est vraiment stratosphérique parce que tout ce qui est hygiène, virologie, les morceaux, savoir cuisiner, adapter en fonction de la thérapeutique, que ça soit comprendre la plupart des pathologies aujourd'hui qu'un médecin prend en charge. On travaille en hôpitaux, la médicamentation, tout ce qui est pharmacocinétique. On essaye d'apprendre beaucoup de choses. Et généralement, comme c'est assez précis comme pour le BTS, on a beaucoup plus de compétences qu'un médecin. Donc j'insiste vraiment. C'est ça le truc. Pas tout savoir un médecin. Et c'est pour ça qu'on est des paramédicaux, puisqu'on vient à côté. Mais une sage-femme, je suis désolé, mais une sage-femme, sa connaissance, elle va pas venir de 40 ans d'empirisme, d'études scientifiques et d'agrégation de données pour en faire un diplôme, tu vois, spécialisé nutrition de la femme. Non, elle va aller sur les formations d'un des plus grands labos, de ce qu'elle va voir sur YouTube, d'une influenceuse. Et elle va construire sa pensée comme ça. Généralement, ça reste positif, c'est toujours dans la volonté d'aider, et c'est ce que j'aime le plus. Mais il y a des limites. Et c'est ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que généralement les diètes, et plutôt les jeunes, alors ça c'est mon point de vue, attention, je prends des pincettes, ont plus connaissance, mais comme ils ont moins d'expérience, c'est pas forcément suffisant dans les spécialités sportives, cardiaques, tu vois, que sais-je. Tandis qu'une diététicien plus âgée, qui a réussi à travailler en libéral toute sa vie, ce qui est hyper dur, foncez, et même si vous pensez qu'elle a des dogmes des années 80, elle va avoir une façon de parler, une psychologie, mais foncez. C'est que 50 balles, 60 balles, c'est remboursé par la mutuelle, allez-y, quoi. Et sur une heure, vous avez une espèce de condensé de formation, ça vaut tous les réseaux sociaux, quoi. Tu vois? Eh ben écoute, c'est une belle conclusion. Alors, si toi, on veut venir te voir, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors, il y a quoi? Il y a Instagram, Max Diète. Ouais, Instagram. Alors, c'est vrai que je suis pas un Instagrammeur, je publie pas trop. Par contre, je réponds à tous les messages. J'aime bien. Je vois ça un peu comme ma nouvelle boîte d'SMS. Après, sur mon site, il y a mes infos, il y a mon numéro pro. Mais sinon, ma page Doctolib, si vous voulez prendre des consultations, je fais de la visio. Je suis par Mons et par Vaux, donc c'est vrai que les consultes, je les ouvre maintenant par parcimonie, parce que je suis très plein. Mais oui, si vous avez des questions, si comme vous avez pu le voir, je suis un peu dynamique et j'aime bien troller, donc c'est vrai que j'aime bien faire des stories, mais c'est pour m'amuser, quoi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta, c'est avec plaisir. Bon, et on est J'ai une chaîne YouTube aussi, si vous êtes dans la ça peut aider. Alors, que du contenu, je fais une vidéo par mois, donc c'est tranquille, mais c'est des interviews de diète ou de gens liés aux consultations libérales, essayer de voir comment on peut vivre ce métier-là. Et on n'est pas obligé d'écouter Diams, tu me rassures, pour venir te voir ou je sais pas quoi. Ou Céline Dion, je préfère, moi. Et alors, je vais te raconter une anecdote, ça va te faire rigoler, mais ce matin, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé avec Céline Dion
dans la tête, et le truc avec Goldman dont tu parlais tout à l'heure, c'était mon truc ce matin, monsieur. Je sais pas pourquoi, parce que je crois, mais en fait, j'étais en vacances et la semaine dernière, il y avait le concert de tribute Jean-Jacques Goldman et tout, et tous les bars, j'ai l'impression qu'ils jouaient tous du Jean-Jacques Goldman et du Céline Dion, et en boucle. C'est vrai. Ça reste en tête. Et ça reste en tête et ça fait bouger les gens. Et c'est vrai que par rapport aux gens qui étaient là, Oui. je pense que ça leur rallume tous en fait les souvenirs de l'année, parce que c'est pas jeune dans ce genre de musique. Mais en fait, ça m'a fait rigoler que tu sortes ça. Bon, écoute, en tout cas, Max, merci pour cette vision qui change aussi de beaucoup de trucs qu'on a pu entendre. Et puis, enfin, en même temps, t'as réussi à faire des connexions avec plein d'autres invités. Denis Richet, t'as parlé d'Anthony Fardet. Anthony Fardet, l'un des épisodes les plus écoutés de l'histoire du podcast, parce que justement, en fait, la règle des 3 V paraît tellement simple, mais quand tu l'appliques, elle te solutionne tellement de trucs que je vous recommande tous d'aller écouter un petit peu voir ce qui là-dessus. Et en même temps, aller écouter aussi La Malédiction du Cordon Bleu, qui est l'épisode le plus écouté de l'histoire du podcast, et qui se base sur les travaux d'Anthony Fardet, qui est une BD qui est vraiment hallucinante. Et je vous recommande la BD et l'épisode. Et vous allez voir aussi un petit peu, et vous comprendrez un petit peu. Ouais, ça fait partie des livres que moi je recommande très souvent. Et puis bien sûr, je mets les notes, je mets tous les détails dans les notes d'épisode, comme ça on mettra les liens, je mettrai les liens à ta page Facebook, vers ta page Instagram et tout. Ton YouTube. Et puis nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai pas le sujet encore, on verra, donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vais aller chercher aussi d'autres invités au fur et à mesure, comme ça, pour aller creuser un petit peu ces sujets-là et continuer à explorer. Merci beaucoup, Max. Merci à toi, Bertrand, à très bientôt.